Bonsoir à tous. Il y a quelque temps, 2 ans peut-être, nous avons fait ensemble une vidéo comment interpréter un thème en moins de 2 heures. Le défi, c'était d'essayer de couvrir la logique de l'interprétation de telle manière qu'ensuite chacun puisse entrer dans les livres de façon efficace. Et c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir le puzzle dans la tête, les principes de base, et ensuite, quand on se nourrit d'une littérature, quel que soit le courant de l'astrologie, on peut la mettre au bon endroit dans la tête. Eh bien, nous allons essayer de faire la même chose pour la révolution solaire, c'est-à-dire en moins de 2 heures, expliquer ce qu'est la révolution solaire, expliquer les principes d'interprétation, expliquer les principaux principes de datation. Alors bien sûr, nous ne couvrons pas tout, mais les fondements y sont. Et quand je dis nous ne couvrons pas tout, dites-vous bien que ce que nous voyons, c'est le socle. Ensuite, vous alimentez ce socle avec tous les outils qui vous paraissent bons. Si vous avez étudié tel ou tel courant d'astrologie psychologique, psychanalytique, humaniste ou autre, euh, vous reprenez ce que vous avez appris, mais vous le mettez dans la bonne case en ayant eu ce puzzle euh, bien, bien solide. Et si vous rajoutez Uranus, Neptune, Pluton, je n'ai pas l'état d'âme là-dessus, vous rajoutez tout ce que vous voulez. Mais il faut tout d'abord avoir assis les bases et ensuite seulement on peut habiller le mannequin. S'il n'y a pas de mannequin, les habits tombent à plat. Et tout d'abord, pour bien comprendre ce qu'est la révolution solaire dans la tradition astrologique, puisque c'est la musique classique que nous étudions ensemble, nécessaire pour ensuite continuer d'aller de l'avant, eh bien, il faut nous devons nous imprégner de l'outil dont il s'agit. C'est-à-dire quel est l'esprit de la révolution solaire, quel est l'état d'esprit de ceux qui ont élaboré cet outil et qui nous l'ont transmis. En premier lieu, notre nouvel an, nos cartes de vœux de bonne année ne sont qu'un pâle reflet de la façon dont le nouvel an était vu dans les sociétés traditionnelles. Alors quand je dis traditionnelles, cela signifie les sociétés qui s'appuient sur des fondements acceptant une transcendance. Peu importe la religion, on s'en fiche, mais acceptant une transcendance. Et pas une société fermée sur elle-même où l'homme est fermé sur lui-même. Eh bien, quand vous lisez des textes écrits par des anthropologues relatifs aux rites de Nouvel An de l'Amazonie à la Sibérie, il existe des points communs. En règle générale, dans ces sociétés, les rites qui marquent le Nouvel An mettent en scène la création. C'est-à-dire que ces rites répètent la geste, c'est au féminin, des dieux qui ont fondé le monde. Et certes, c'est théâtral, mais le fait de refaire euh, les actes euh, que les dieux ont fait en créant le monde, eh bien, nous rend présents à cet instant de la création. Et ces rites marquent le seul instant qu'on puisse vraiment dire solennel, puisque le mot solennel provient du latin solus, entier, et annus, en, tout simplement. Eh bien, par ces rites, toujours de l'Amazonie à la Sibérie, par ces rites, la société, la communauté rassemblée réactualise ce qui a été fait à l'origine du monde, ou bien s'y rend présent comme on veut. Et dans ces sociétés, l'idée c'est que le rite qui répète le geste des dieux fondateurs, eh bien ce rite permet d'accoucher d'un temps nouveau, d'un temps neuf, d'un temps rénové, d'un temps qui est chargé de toute la puissance des origines, et non plus d'un temps usé. Donc, chaque nouvelle année
accouche d'un univers nouveau. Le rite du Nouvel An est une recréation du monde. Cette recréation du monde est concrète, efficace, et pas simplement une commémoration comme peut l'être une commémoration militaire par exemple. Pour chaque société traditionnelle, l'instant zéro, donc celui qui est réactué, s'insère à nouveau dans son histoire. L'instant où le monde est venu pour la première fois à l'existence se rend à nouveau présent. En participant rituellement à la fin du monde et à sa recréation, l'homme devient contemporain de l'origine du monde. Il recommence son existence avec une réserve de force vitale intacte telle qu'elle était au moment de sa naissance. Vous pouvez lire des livres sur la Mésopotamie de l'Antiquité qui nous intéressent d'autant plus qu'elle est à l'origine de notre astrologie, et vous verrez comment au Nouvel An, eh bien, on joue la bataille de la lumière contre les ténèbres avec des figurants, et des figurants qui, ayant un masque, s'identifient pleinement aux forces de la lumière, aux forces des ténèbres, et puis évidemment on s'arrange pour que ce soit le camp des forces de la lumière qui gagne, et ainsi le monde est recréé et rénové. Cette rénovation a pour objet de se libérer du temps usé. Le temps use l'être humain, le temps use la société, le temps use le cosmos, et s'il n'y a pas ce coup de barre régulier qu'est la recréation du monde, eh bien, on entre dans une sorte de déliquescence, tout se délite. Et il faut donc abolir ce temps usé. Tout ce que le temps avait souillé et usé était anéanti au sens le plus concret du terme. Ce n'est pas une simple image, c'est vécu pleinement dans les tripes. En participant à l'anéantissement et à la recréation du monde par le rite du Nouvel An, l'homme était lui aussi créé de nouveau. Il renaissait, il entamait une existence nouvelle. À chaque Nouvel An, l'homme se sentait plus libre et plus pur. Il avait réintégré le temps de la création, un temps sacré et fort. Ces rites, il en reste des traces, même en astrologie, avant même de parler de la révolution solaire pour les êtres humains. Le principal procédé pour donner des prévisions concernant la société pour l'année qui vient, c'est-à-dire je veux des renseignements sur ce qui va se passer en France dans l'année qui vient. Bien, c'est la technique que l'on nommait des ingresses. Ingresse, ça veut dire entrée. Alors, entrée de quoi? Eh bien, tout simplement, on trace un thème pour l'instant où le soleil est à 0 degré, 0 minute, 0 seconde du bélier. On trace les maisons pour la capitale et ce thème nous renseigne sur ce qui peut se produire dans le pays jusqu'au jusqu'au printemps suivant, c'est-à-dire jusqu'à l'équinoxe de printemps suivant, moment où le soleil se trouve de nouveau à 0 degré, 0 minute, 0 seconde. Eh bien, quelle est l'origine de ce procédé? C'est tout simple, c'est que dans les mythes fondateurs de l'astrologie, et Morin de Villefranche nous l'explique, eh bien, on estimait, les astrologues supposaient, que le monde avait été créé quand le soleil était à 0 degré du bélier. Eh bien, en traçant pour chaque année un thème pour l'instant où le soleil est à 0 degré du bélier, eh bien, on fait la révolution solaire du monde, de la Terre. Eh bien, voilà ce qui se fait en astrologie mondiale, et ce que nous sommes en train de voir, c'est l'application euh, à l'individu en particulier. Parce que ce que nous venons de voir pour une société entière et pour son nouvel an, ce que nous venons de voir pour l'astrologie et son nouvel an, c'est-à-dire le moment où le soleil est à 0 du bélier, eh bien, nous pouvons le voir
pour l'anniversaire personnel, c'est-à-dire le moment du nouvel an de chacun. Et l'anniversaire, eh bien, c'est le nouvel an, votre nouvel an, mon nouvel an. J'insiste là-dessus, cette commémoration, l'anniversaire, bon anniversaire, se veut le rappel d'un événement dont l'enfant n'a évidemment pas gardé le souvenir de sa naissance. Sinon, et ça c'est important, sous forme mythique dans les couches profondes de sa conscience. C'est l'équivalent de ce qui se passe pour la société dans son ensemble. Pas plus que la société n'a conservé le souvenir historique de la création du monde. Voilà donc un point qui est extrêmement important. La naissance de l'enfant, enfin votre naissance et la mienne, reste dans les couches profondes de la psyché, mais sous forme de mythe, pas sous forme d'une analyse médicale et biologique, sous forme mythifiée. Eh bien, de la même façon que je peux me rebrancher sur cet instant-là qui est au fond de mes tripes par mon nouvel an, et mon anniversaire, eh bien, de la même façon, la société se retrempe dans son moment fondateur. Par la révolution solaire, l'astrologue saisit l'instant exact de l'anniversaire, il dessine, il trace une carte reflétant le ciel pour l'instant où le soleil retrouve la position qu'il occupait lors de la naissance. Le schéma ainsi tracé montre l'année nouvelle d'un être particulier, elle montre la naissance d'un homme nouveau, comme nous l'avons vu pour la société juste auparavant. Pour lui, pour cet homme nouveau, elle est recréation d'un univers, la révolution solaire, ou l'anniversaire véritable. Chance fugitive de vivre un destin muni d'une conscience différente, libérée du passé. Et excellente nouvelle pour tous, l'anniversaire, ce n'est pas un an de plus. L'anniversaire, c'est le moment où l'on remet les compteurs à zéro. C'est ça que nous enseigne l'anthropologie et l'histoire des religions. L'anniversaire, ce n'est pas une année de plus, c'est le moment où les compteurs sont remis à zéro. Le nouvel an insère chaque société traditionnelle dans un monde neuf. De même, pour tout homme conscient de sa dimension verticale, chaque anniversaire est l'instant où le temps usé est aboli. C'est l'instant zéro qui lui permet de proclamer, je vous ai mis une phrase de l'Apocalypse, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Un exemple sur la façon d'approcher cet instant d'anniversaire. Les astrologues qui s'en tiennent à une dimension horizontale vont se dire, mon anniversaire, je vais partir 48 heures en Patagonie parce que j'ai calculé les maisons que ça fait pour ma révolution solaire et ça me fait une révolution solaire bien meilleure. Puis ensuite, je reviens. Comme ça, j'aurai une année meilleure. Mais l'homme vertical, celui-ci, il ne bouge pas de chez lui. Celui-ci, au moment de son anniversaire, et ça, vous savez le calculer avec vos logiciels, au moment exact du véritable anniversaire, il rentre en lui-même et il se rebranche avec ses profondeurs. Et là, il se rénove. Alors, vous l'appelez méditation, oraison, ce que vous voulez, ça m'est complètement égal, mais le but n'est pas de fuir pour, comme dans le mythe d'Oedipe, rencontrer son destin en ayant tout fait pour l'éviter, mais au contraire, de descendre à l'intérieur de soi-même, de se rebrancher avec ces profondeurs que nous avons évoquées tout à l'heure,
et qui, là, vont vous travailler et avoir une véritable efficacité. Et là, ce n'est plus votre petit moi qui décide, je veux plus de ci ou moins de ça. C'est quelque chose qui vient du plus profond de vous-même. Bien, voilà pour un petit morceau de philosophie. Je ne veux pas vous saouler trop longtemps avec ces questions, mais nous allons entrer dans la technique. Mais est-ce que pour tout le monde c'est clair? Voilà. Vous pouvez toujours en garder le principe consolateur. Ça n'est pas une année de plus. C'est le moment où on remet les compteurs à zéro, même si on ne garde que ça. C'est très thérapeutique. Et nous allons donc étudier, regarder le principe des révolutions solaires. Nous avons vu ce dont il s'agissait dans la nature. Pour un astrologue, une révolution, quand on parle de révolution solaire, c'est le retour de l'astre après qu'il ait parcouru toute son orbite à la position qu'il occupait initialement. Il existe plusieurs types de révolutions. Celle qui nous intéresse ici est la révolution zodiacale, c'est-à-dire le retour de la planète sur le point du zodiaque qu'elle occupait initialement. On parle ici de zodiaque tropique. Mais nous pourrions élaborer d'autres types de révolutions. Par exemple, ce que l'on appelle la révolution avec précession ou corrigée de la précession, je fais revenir l'astre devant la même étoile que celle qu'il cachait au moment de la naissance, ce qui est un petit peu différent. Je peux tracer d'autres révolutions encore. Par exemple, je peux chaque jour tracer un thème pour l'instant où le soleil est exactement au même endroit dans les maisons que la veille. Si je suis né quand le soleil était pile sur le milieu du ciel, je peux pour chaque jour me faire une révolution solaire pour le moment précis, un thème tracé pour le moment précis où le soleil est pile sur le milieu du ciel. C'est aussi une révolution. Ça s'appelle le thème quotidien. Mais voilà, l'essentiel, c'est de voir que le mot révolution désigne un astre qui a bouclé sa course. Maintenant, nous parlons ici évidemment de révolution zodiacale, c'est-à-dire de moments où l'astre revient au même endroit dans le zodiaque. Il se trouve que dans le zodiaque, il y a d'une part la longitude. La longitude, c'est par rapport à l'écliptique. Par exemple, ici, mon astre là, il est à, en grosso modo, 3 degrés du Lion. Eh bien, ça, c'est sa longitude écliptique. Si l'astre est à 15 du Lion, c'est sa longitude écliptique ou zodiacale, c'est pareil là, pour le Soleil. Mais pour tous les astres, sauf le Soleil, l'astre peut très bien se situer un petit peu plus haut que l'écliptique ou un petit peu plus bas. Ça, c'est la latitude zodiacale. Il se trouve que le Soleil revient chaque année au même endroit, aussi bien en latitude zodiacale, puisque l'écliptique, c'est lui qui l'a défini. Donc il est toujours sur lui-même. Et en longitude zodiacale. Et ce n'est pas le cas des autres astres. C'est-à-dire que je peux très bien avoir au moment de ma naissance la Lune qui est à 15 du Lion, mais en latitude sud ici. Et puis lorsqu'elle revient à 15 du Lion un mois plus tard, elle est toujours à 15 du Lion, mais elle va être plutôt là. Eh bien, un astre
peut donc revenir sur le même point en longitude écliptique sans revenir sur le même point en latitude. Le seul astre qui revienne systématiquement à son véritable lieu de départ, à la fois en longitude et en latitude, est le Soleil. Puisque son trajet définit l'écliptique, lorsqu'il se retrouve en même longitude zodiacale ou écliptique, il se situe nécessairement à la même latitude, 0, puisque c'est lui qui définit ce trajet-là. Il revient aussi au même point si nous prenons la déclinaison, c'est-à-dire l'écart angulaire avec l'équateur terrestre, comme référence. Il résulte de cette particularité que les révolutions solaires sont plus efficaces et plus prisées que les autres révolutions planétaires parce qu'elles reviennent, le Soleil revient réellement au même endroit, tant en latitude qu'en longitude. Pour quel endroit tracer la révolution solaire? Jusqu'à Morin de Villefranche, les astrologues calculaient les révolutions solaires pour le lieu de naissance. N'imaginons pas qu'ils ne voyageaient pas. Au contraire, les astrologues étaient en contact avec des marchands qui ne cessaient de parcourir le monde, la route de la soie, etc., et qui étaient en mouvement permanent. Il n'y a que le monde agricole qui était véritablement, je dirais, fixé à un lieu. Et puis, après Morin de Villefranche, le calcul pour le lieu de naissance s'impose, le calcul pour le lieu de résidence s'impose. C'est Morin qui est la charnière. Et il a une logique, Morin, qui est tout à fait judicieuse. Le thème de naissance est tracé pour un certain lieu. Pas parce que ce lieu se trouve là, mais parce que le natif s'y trouve. C'est la logique de Morin. Il en résulte que le calcul de la révolution solaire, comme de n'importe quel thème, a pour centre l'être vivant concerné. Je reprends ça différemment. Le calcul de la révolution solaire, qu'est-ce qui est au centre? Eh bien, au centre, ce n'est pas la Terre. Au centre, c'est vous et c'est moi. Ou c'est le petit chat, ou c'est la fusée qu'on vient de lancer. C'est-à-dire que l'astrologie n'est pas géocentrique, géos, ça veut dire la Terre. L'astrologie n'est pas centrée sur la Terre. L'astrologie n'est pas héliocentrique, basée sur le Soleil. L'astrologie est topocentrique. Topos, c'est le lieu. C'est-à-dire que l'astrologie est faite pour un lieu donné, un lieu où il se passe quelque chose. L'anniversaire d'un être humain pour ce qui nous concerne ici. Et de ce point de vue-là, la notion de calcul pour le lieu de résidence se justifie pleinement. De précision, ce n'est pas parce que le lieu de résidence va changer que les pronostics vont changer du tout au tout. Nous le verrons après, la révolution solaire déclenche, mais elle déclenche des promesses qui sont dans le thème de naissance, qui lui ne change pas. D'autre part, le lieu de résidence présente une importance. Nous avons en séminaire pratiqué des tests très très suivis avec les parts. Or, la plupart des parts sont calculées en intégrant l'ascendant, et si l'ascendant est ailleurs, la part est ailleurs elle aussi. Et nous avons été obligés de nous rendre à l'évidence, il y a déjà une bonne dizaine d'années, que les révolutions calculées pour le lieu de résidence donnaient des parts qui étaient extrêmement puissantes. C'est-à-dire que la part des actes, celle de la carrière, est toujours dans un aspect extrêmement étroit, souvent part-il avec une planète quand un événement majeur se produit. La part du mariage est en aspect très exact avec un significateur quand le mariage se produit, et ainsi de suite. Et c'était tellement spectaculaire que
Nous avions même des réticences à intégrer les parts et nous avons dû le faire suite à ça. La révolution solaire n'est pas un thème indépendant. Elle est le détonateur qui active une promesse du thème radical. Sans baril de poudre, le détonateur fait pchit. Donc ne vous effrayez pas d'une révolution solaire épouvantable. Elle ne peut déclencher que ce qui est promis par le thème de naissance. J'allais dire, ne vous réjouissez pas d'une révolution solaire qui vous annonce les gains les plus gigantesques du loto. Elle ne peut réaliser que ce qui est promis par le thème de naissance. Il n'empêchera pas que vous pouvez gagner plus d'argent cette année-là, mais il faut voir la révolution solaire comme le détonateur. Vous verrez que on peut calculer les révolutions pour le moment où le Soleil revient à la même distance du point vernal. C'est celle dont nous nous occupons là, c'est la révolution en zodiaque tropique. On peut faire une révolution sidérale pour le moment où l'astre revient cacher la même étoile que celle qu'il cachait au moment de la naissance, et ça c'est une révolution solaire sidérale ou corrigée de la précession. Avec ou sans précession, à mon avis, la question est une fausse question, tout simplement parce que l'astrologie peut proposer plusieurs outils. Simplement, au fil des siècles, se sont élaborés les procédés qui permettaient de tirer le meilleur parti d'un outil particulier. C'est-à-dire que depuis que nous faisons réémerger les procédés qui, au fil des siècles, ont été élaborés, étalonnés, expérimentés pour la révolution solaire tropique, nous obtenons les résultats qu'obtenaient les anciens. Mais si je calcule une révolution solaire sidérale, ce qui va donner plusieurs heures de décalage, et que je veux appliquer ces procédés-là à cette révolution, je n'en tirerai pas le meilleur parti, parce que ces procédés n'ont pas été étalonnés pour cette révolution-là, et vice-versa. J'ai écrit des documents sur la révolution lunaire sidérale. Vous ne pouvez pas prendre les procédés qui sont dedans pour interpréter des révolutions solaires lunaires tropiques. Chaque outil a sa propre procédure d'interprétation. Si vous regardez une partition de musique écrite pour le violon, les notes représentées sont les mêmes qu'une partition écrite pour le piano. Mais si vous jouez la partition au violon avec un piano, vous ferez de la musique. Mais il manquera le petit plus, le parfum qui eût été présent si vous aviez joué avec le violon la musique représentée sur la partition pour violon. Ça va pour tout le monde toujours? Quelques mots d'histoire. Parce que cette question d'histoire, souvent, n'est pas très claire. On voit des astrologues qui vous disent en Mésopotamie, les révolutions solaires. Non, là, il faut être plus sérieux. Et je vous ai mis justement une image très anachronique, puisque vous voyez des astrologues médiévaux utiliser une lunette qui n'existait pas à ce moment-là. Bon, en revanche, la Terre ronde, on sait depuis Aristote et Hipparque qu'elle est ronde. Quand on vous a appris à l'école que au Moyen Âge, on croyait que la Terre était plate, ça c'est une invention de l'école de la République. Euh, tout astronome sérieux a su qu'elle était ronde pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on regarde les éclipses, on voit très bien que l'ombre de la Terre qui se projette est ronde. Distinguons trois époques. Les anciens, quand je dis les anciens, pour faire simple, les astrologues écrivant en langue grecque, qu'ils aient été grecs ou pas d'ailleurs. Ces astrologues-là
fonctionne beaucoup avec des maîtres du temps, c'est-à-dire des planètes qui l'emportent sur les autres. Le grand problème de l'astrologue quand il interprète, c'est à quoi doit-il accorder la priorité dans un thème. Si j'ai l'ascendant qui est aspecté par Jupiter et par Saturne, est-ce que je vais dire que la personne est quelqu'un de jovial, de convivial, de sociable, ou est-ce que je vais dire que c'est quelqu'un d'introverti ou de renfermé? Je suis obligé d'établir une hiérarchie, je ne peux pas mettre tout sur le même plan. Eh bien, les anciens ont élaboré des maîtres du temps. Voyons quelques exemples. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Astrologiquement, nous sommes mercredi depuis l'instant du lever du soleil jusqu'à l'instant où le soleil se lèvera de nouveau demain. Eh bien, nous sommes dans un jour de Mercure. Voilà ce que c'est qu'un maître du temps. Au moment où je vous parle, à Saint-Étienne, là d'où je vous parle, je suis en heure de Jupiter. Voilà un autre maître du temps. Voilà, les maîtres du temps, c'est ça, sont des instants, sont, que ce soit grosso modo une heure, que ce soit une journée, sont régis par un astre. Eh bien, cet astre est prioritaire qu'ensuite j'analyse. Et parmi les maîtres du temps les plus importants qui vont ensuite survivre, subsister dans la procédure d'interprétation des révolutions solaires, il y en a deux, nous les verrons en détail. Il y a le maître de l'année et il y a le diviseur. On ne peut pas sous-estimer ce maître de l'année et ce diviseur, ces maîtres du temps. Pour une raison très simple, c'est que si je prends la révolution solaire et que, avec un surligneur, je surligne ces deux maîtres du temps et que je les interprète, je regarde ce qu'ils me disent, j'ai l'essentiel, ce qui est prioritaire sur l'année. Ça ne veut pas dire que le reste ne jouera pas, mais j'ai l'essentiel, ce qu'il ne fallait pas rater. J'ai laissé le ciel me parler avant de lui couper la parole. Ensuite, le maître de l'année, je vous explique en un mot ce dont il s'agit. Ça provient d'un outil que l'on nomme les profections. Ça consiste à faire avancer chaque facteur céleste, a fortiori l'ascendant, d'un signe par an. Je suis né avec un ascendant Sagittaire, le 24 octobre 56, eh bien, au 24 octobre 57, le maître de l'année, ça sera Saturne, parce que j'aurais fait avancer l'ascendant d'un signe. Alors que le maître de l'année de naissance, c'était Jupiter, puisque j'étais ascendant Sagittaire. Ça, c'est le maître de l'année. Pour ce qui est du diviseur, il relève des directions primaires, mais j'en reparlerai un petit peu plus spécifiquement plus loin. Ensuite, nous voyons arriver dans le monde arabe, et avec l'astrologie perse également, ce que l'on nomme les retours d'année, et qui justement ne sont surtout pas à confondre avec les révolutions solaires au sens où vous les connaissez. Qu'est-ce que c'est que les retours d'année utilisés par les Perses et les Arabes? Eh bien, je trace un zodiaque et dans ce zodiaque, je place les planètes telles qu'elles sont au moment de mon anniversaire. Les planètes. Donc c'est les transits au moment de l'anniversaire. Sauf que je ne cherche pas si ces transits me donnent quelque chose le jour de mon anniversaire. J'estime que les transits qui se font le jour de mon anniversaire me renseignent sur des événements qui se produiront dans l'année qui suit. Comment s'y prenait-on pour les maisons? Eh bien, on ne calculait pas les maisons de la révolution solaire. Si je suis ascendant Sagittaire,
1956. 1957, l'ascendant profecté sera en Capricorne. 1958 en Verseau. 1959 en Poisson. Eh bien, si je veux des pronostics pour mon année qui part du 24 octobre 1959, je place les planètes telles qu'elles sont le 24 octobre 1959. Je trace un ascendant dans les Poissons, et le signe ascendant, c'est la maison 1, le signe suivant, c'est la maison 2, le signe suivant, c'est la maison 3. Il ne s'agissait donc pas des maisons tracées pour l'instant où le Soleil revenait à sa position radicale, il s'agissait de maisons déterminées par l'ascendant profecté, c'est-à-dire un ascendant que l'on faisait avancer d'un signe par an. C'était donc ça, les retours d'année. Je reprends en un mot l'explication. Des maîtres du temps, que nous venons de voir chez les Grecs, il n'en fallait pas beaucoup pour que les Perses parviennent au retour d'année, c'est-à-dire à l'examen de la position zodiacale de ces maîtres du temps le jour de l'anniversaire. Il va de soi que dans ce thème que l'on vient de faire, ascendant profecté en Poisson, Jupiter est maître de l'année, tout ce que va me dire le Jupiter, son transit, sa position, etc., va être prioritaire sur le reste. Et si cette année-là, Mars est le diviseur, eh bien, tout ce que me dira Mars sera prioritaire sur le reste, et les autres planètes sont au second plan. Les retours d'année, c'est-à-dire l'examen de la position zodiacale de ces maîtres du temps, le jour de l'anniversaire, avec l'introduction d'un ascendant qui progressait d'un signe par an et servait d'ascendant annuel. De la même façon que dans les directions symboliques, on fait avancer les facteurs d'1 degré par an, bien là c'était un signe par an. Sous cette forme, les transits qui se produisent au moment de l'anniversaire renseignent sur les événements de l'année. Le système était codifié au moins depuis le milieu du 7e siècle. L'astrologue juif de langue arabe Machahallah, mort en 815, consacre un traité aux révolutions solaires, mais il faut faire très très attention. Chez Machahallah, ce que l'on nomme la révolution solaire n'est encore qu'un jeu de transit, le signe occupé par l'ascendant profecté jouant le rôle d'aiguille de la montre. Une aiguille dont la position ne dépend pas du lieu où se produit l'anniversaire. Voilà pourquoi on avait aussi cette notion de lieu de naissance, puisque l'ascendant que l'on introduisait dans le thème était un ascendant que l'on faisait avancer d'un signe par an sans se préoccuper de quelque autre calcul que ce soit. Est-ce que ça va toujours pour chacun? Bien. Alors c'est l'histoire des révolutions solaires en 2 pages. Puis vint Abou Machar. Abou Machar, 787-886, donc vous voyez que l'astrologie, ça conserve, et à cette époque-là, c'est assez remarquable, franchit le pas décisif en calculant l'ascendant et donc les maisons, puisque c'était un signe une maison, mais il fallait trouver l'ascendant, de la révolution solaire proprement dite. Et là, nous sommes dans la révolution solaire telle que vous la connaissez, à la différence près du système de domification, où le signe ascendant c'est la maison 1, le signe suivant c'est la maison 2, et ça c'était la domification normale à cette époque-là. Mais l'ascendant il est bien calculé pour le moment où le soleil revient à la même position. Le texte d'Abou Machar a été perdu en arabe. Il est passé en Occident dans une version
latine, dans une traduction latine, et comme on avait le texte en latin mais qu'on ne savait pas du tout qui l'avait écrit, eh bien, il a été attribué à Hermès. Il a été publié en 1559. Donc, ce qui a laissé penser que la Révolution pouvait donc avoir une très grande antiquité. Et un auteur comme Janctin de Florence, qui vient peu de temps après cette date-là, reprend des paragraphes entiers d'Abou Machar et les intègre dans son Speculum Astrologiae, ça veut dire miroir d'astrologie, c'est-à-dire son grand œuvre, son traité d'astrologie qui traite de tous les aspects de l'astrologie. Eh bien, dans tous ces aspects de l'astrologie, il y a une partie pour les révolutions solaires et cette partie pour les révolutions solaires, presque les 2 tiers proviennent d'Abou Machar. Si bien que lorsqu'avec Pepita, nous avons entrepris de traduire Janctin de Florence, qui a écrit en latin, eh bien, à la fois, nous nous sommes appuyés sur, euh, évidemment, les textes de Janctin de Florence lui-même, quel sens donne-t-il aux mots dans d'autres parties de son traité, mais nous nous sommes aussi appuyés sur les traductions du texte d'Abou Machar qui avaient été faites, notamment en langue anglaise, pour pouvoir comparer. En, les révolutions solaires sont ensuite en grande partie perdues de vue euh, en Occident. Ce n'était pas le système privilégié. Et en France, Alexandre Volgin a publié La technique des révolutions solaires en 1937, livre qui a été constamment republié et révisé tant qu'il était vivant, bien sûr. Et par ce livre-là, Alexandre Volgin a véritablement ressuscité les révolutions solaires. Mais si vous allez sur des sites d'astrologues américains, anglo-saxons, vous verrez que ce n'est pas la révolution solaire qui est au premier plan, ce sont plutôt les progressions, les directions secondaires. En revenant à nos moutons, dans l'ordre chronologique, Janctin de Florence, une traduction partielle avait été publiée par Volgin en 1960 et sous le titre Traité des révolutions solaires. Et en fait, la traduction a été fort utile, mais il a fallu que nous la reprenions tout de même à la base parce qu'il y avait tout d'abord des passages entiers qui manquaient et puis il y avait aussi parfois certaines traduction qui avait été un peu fausse. Et donc Pepita Sanchis, qui est agrégé de latin et qui connaît l'astrologie sur le bout des doigts, a entrepris de traduire ces textes-là, et puis je les reprends derrière, je les réécris dans un langage plus moderne à la suite de la traduction de Pepita, et c'est cela que nous éditons petit à petit au fur et à mesure que nous avançons, ce qui a permis de réintroduire la notion de maître de l'année, de diviseur, etc., dans la pratique des révolutions solaires. Il faut savoir que Morane Villefranche, pour en rester à la France, consacre aux révolutions solaires et lunaires le livre 23, c'est-à-dire le chapitre 23, mais c'est des gros chapitres, de son astrologie française, Astrologia Gallica, et nous avons vu que sa principale innovation, c'était le calcul de la révolution solaire pour le lieu de résidence. Voilà pour brosser un rapide historique de la révolution solaire et de sa résurrection en Occident latin et dans la France d'aujourd'hui. Ça fonctionne toujours? Bien. Alors nous allons rentrer dans ce qui est prioritaire dans l'interprétation, les maîtres du temps. Même si vous n'interprétez dans la Révolution que ces maîtres du temps, vous trouverez l'essentiel et vous ne ferez pas de grosses erreurs. Si vous ne vous préoccupez pas de ces maîtres du temps et que vous prenez la planète qui vous fait plaisir,
au petit bonheur la chance, vous risquez d'accorder la priorité à un astre qui donnait des renseignements d'une très grande banalité. La grande difficulté dans l'interprétation astrologique, je vous l'expliquais auparavant, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que si vous avez un Mars-Uranus qui va passer sur votre ascendant, eh bien, chez la voisine, elle peut se faire écraser par une locomotive et vous foulez la cheville dans l'escalier. C'est-à-dire que dans les deux cas, on est dans un accident. Dans les deux cas, nous sommes dans du Mars-Uranus, mais l'intensité n'avait rien à voir. Et ça, c'est très très difficile à détecter dans un thème astrologique, la, euh, l'intensité, l'amplitude. Donc, les maîtres du temps vous permettent de voir l'essentiel. Lorsque vous étudierez une révolution solaire, vous disposerez côte à côte, pas l'un dessiné autour de l'autre, côte à côte, l'un à côté de l'autre, le thème radical et le thème de révolution solaire. Le thème radical contient des promesses. Le mot promesse, c'est le langage technique des astrologues médiévaux. Ces promesses, qu'elles soient sympathiques ou pas, ce sont des faits qui se déclencheront si les configurations sont activées au cours de l'existence. Le pistolet est chargé pour le meilleur et pour le pire. Si personne n'appuie sur la gâchette, il ne se passera rien. Si quelqu'un appuie, la balle part. La charge du pistolet, c'est le thème radical. Ce qui appuie sur la gâchette, ce qui provoque le passage de la puissance à l'acte, ce sont les astres qui continuent de se mouvoir tout au long de l'existence. Il faut que ça puisse passer de la puissance à l'acte. Ce n'est pas parce que c'est dessiné dans le thème de naissance que ça va nécessairement se réaliser. Je vous donne un exemple très simple. Si vous donnez à un astrologue la carte du ciel d'un enfant qui est handicapé profond, il va foncer sur la carrière professionnelle, le caractère, le comportement, les études, et en fait, rien de tout ça ne va se réaliser. Rien, rien, y compris sur le plan psychologique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'être humain qui est au centre de ce thème euh, n'a pas la capacité pour que ça puisse passer de la puissance à l'acte. La révolution solaire nous renseigne sur les gâchettes actionnées au moment de votre anniversaire. Les effets peuvent s'actualiser, c'est-à-dire passer de la puissance à l'acte jusqu'à l'anniversaire suivant. Vous verrez que les maisons 1 jouent un rôle considérable. L'ascendant profecté, nous l'avons vu passer avec le maître de l'année. L'ascendant dirigé, nous allons le voir passer avec le diviseur. L'ascendant progressé, nous allons le voir passer pour daté. Ce que contient la maison 1 de la Révolution met en évidence des domaines de l'année, donc c'est aussi important. Bref, comme toujours, la maison 1, c'est le centre du thème, le résumé du thème. On peut dire en exagérant quelque peu que l'astrologue qui saurait interpréter à fond, et vraiment à fond, la maison 1 d'un thème pourrait se passer du reste. Une fois que l'on a vu les maîtres du temps, nous allons voir le procédé, à ce moment-là, vous pouvez chercher de l'information. C'est-à-dire, vous laissez parler le thème avec les maîtres du temps, que vous dit le thème, et puis après, votre interlocuteur va vous dire, oui, mais bon, vous pouvez pas me dire un petit mot quand même sur les relations avec mon fils, et là, vous allez chercher de l'information. Mais vous n'aurez pas raté ce qui était essentiel pour l'année en question. J'insiste, j'enfonce le clou. N'importe quelle planète ne vaut pas n'importe quelle autre planète dans un thème. C'est pas, tiens, une opposition là, c'est une tension entre deux planètes, et puis hop, je pars sur l'opposition. Non. Si cette opposition est entre planètes
qui n'ont pas une grande puissance, qui ne sont pas connectés au natif lui-même par l'ascendant, le maître de l'ascendant, ce n'est pas nécessairement prioritaire. Aborder superficiellement une révolution solaire et choisir une planète qui vous parle, c'est courir à l'échec. Car vous ne parviendrez pas à distinguer les événements majeurs de ceux qui décryptent une vie banale. Les planètes qui comptent, celles par lesquelles vous pouvez saisir le fil d'Ariane, ce sont les maîtres du temps. Ces maîtres du temps sont les astres qui régissent l'existence du natif quand son anniversaire survient. Il s'agit principalement du maître de l'année, objet du présent chapitre, la présente page, et du diviseur que nous allons étudier après. Je ne parle pas du maître de l'heure, du maître du jour, qui peuvent avoir une autre importance pour d'autres choses. Le maître de l'année. J'ai déjà expliqué tout à l'heure rapidement ce dont il s'agissait, mais essayons de voir ça de façon plus précise encore. J'ai 28 ans. Je suis né avec un ascendant Sagittaire. Sagittaire, ça veut dire que de 0 à 1 an, Jupiter est le maître de l'année. Et puis, de 1 an à 2 ans, je considérerais que l'ascendant est en Capricorne, Saturne sera le maître de l'année. Et de 2 ans à 3 ans, Verseau, de nouveau Saturne. Et ainsi de suite. Quand j'ai détecté le maître de l'année, dans mon thème natal et dans la révolution solaire, je mets un petit coup de surligneur dessus. Exercice pratique. J'ai, au mois d'octobre prochain, 60 ans. Ça sera le moment de remettre les compteurs à zéro. Je suis né avec un ascendant Sagittaire. Quel sera le maître de l'année à partir de mon prochain anniversaire? À vous de jouer. Parfait. Brigitte, Mercedes, Sylvie, Brigitte, Mireille, ils sont excellents, ils sont excellents. C'est très simple. Il faut enlever autant de fois 12 que possible. Et on compte 0 sur le signe ascendant. Je prends le signe ascendant, Sagittaire. 60, c'est combien de fois 12? 5 fois 12. Il reste combien? 0. Et comme j'ai dit que je comptais 0 sur le signe ascendant, eh bien, ce sera à 60 ans, de nouveau le Sagittaire qui sera l'ascendant protecté et Jupiter qui sera maître de l'année. Et je prendrai un surligneur et je mettrai un coup de jaune sur le Jupiter de la Révolution. Je regarderai dans quelle maison il se trouve, quelle maison il régit, etc., les aspects qu'il forme, et ça va me donner l'essentiel. Alors, comme un ou deux d'entre vous ont répondu Bélier, je leur dirai que quand je viens au monde, grâce à Dieu, je n'ai pas 1 an. J'ai 0 ans. C'est préférable. Donc, on compte 0 et non pas 1 sur le signe ascendant. Bien. Ici, j'ai pris un autre exemple avec un autre âge. Vous relirez tranquillement. L'essentiel, c'est d'avoir compris. Donc, j'insiste. Quand le natif, plutôt que de compter un par un, quand le natif avance en âge, vous pouvez gagner du temps en enlevant 12 autant de fois que possible à son nombre total d'années et en conservant le reste.
N'oubliez pas de compter pour le reste 0 et pas 1 sur le signe de départ. Lorsque vous venez au monde, vous entrez dans votre première année, mais vous n'avez pas un an, vous avez 0 an. Voilà. C'est bon pour tout le monde, ça? C'était le premier maître du temps. Donc supposons que Jupiter soit maître de la maison 10 en maison 3, peut-être beaucoup plus de déplacements cette année pour l'activité professionnelle, que si Jupiter, maître de 10, est en maison 3, et puis conjoint à Saturne, maître de 8, eh bien ça peut être un changement d'orientation professionnelle ou d'employeur, etc. Vous partez de votre maître du temps. Nous allons regarder le second maître du temps important. Il y en avait d'autres, mais je ne vous donne que ce qui est véritablement essentiel. Le diviseur. Le diviseur relève des directions primaires. Pour bien saisir ce qu'est le diviseur, il faut rappeler ce que sont les termes. Chaque signe du zodiaque est divisé en petits morceaux, vous connaissez les décans, et bien est aussi divisé en termes. Par exemple, le bélier, de 0 à 6 degrés du bélier, c'est un terme de Jupiter. De 6 à 12, c'est un terme de Vénus, et ainsi de suite. Je suis né quand le Sagittaire était à 13, quand l'ascendant était à 13 du Sagittaire, eh bien, dans le Sagittaire, de 12 à 17, c'est un terme de Vénus. Voilà le principe de base. Ce sont les termes que l'on nomme égyptiens, c'est-à-dire ceux qui ont été utilisés dans tout le bassin méditerranéen, y compris bien évidemment par les astrologues que j'ai cités précédemment et qui ont élaboré les révolutions solaires, les astrologues perses et arabes. Bien, deuxième aspect du problème, quelqu'un regarde l'horizon alors que je viens au monde. Il est dans la même maternité, il a ouvert la fenêtre. Et il voit à l'horizon le Sagittaire. Il voit même à l'horizon 13 degrés du Sagittaire, s'il peut évaluer les degrés. Et puis, un certain temps plus tard, le Sagittaire, comme la Terre tourne, finira de se lever et il verra se lever à l'horizon le début du Capricorne. Et puis, il va s'écouler 1 heure et demie, et puis à l'horizon, c'est le Capricorne qui continue de se lever jusqu'au moment où se lèvera le Verseau. Et puis, si cet astrologue est plus fin dans son analyse, il verra que au moment de la naissance, 13 degrés Sagittaire était à l'horizon, donc un terme de Vénus. Et puis, il verra que 4 degrés plus loin, donc une douzaine de minutes plus tard, grosso modo, eh bien, se lèvera à l'horizon, toujours le Sagittaire, mais le terme de Mercure, et ainsi de suite. Voilà. Eh bien, le diviseur au moment de ma naissance, c'est le maître du terme qui est à l'horizon, c'est-à-dire Vénus. Et pour chaque minute de temps qu'il faut pour passer dans un autre terme, je compte une année, ça va m'indiquer des périodes de l'existence. Autrement dit, si au moment de ma naissance, l'ascendant est à 13 Sagittaire et qu'il faut 12 minutes pour que le terme de Mercure se lève, 12 minutes, c'est 3 fois 4, ce qui veut dire que de 0 ans à 3 ans,
Vénus sera le diviseur et gouvernera mon existence, et qu'à partir de l'âge de 3 ans, Mercure prendra la suite, prendra le relais, sera le diviseur, et le nombre de minutes correspondant au temps qu'il faut pour aller du début du terme de Mercure au début du terme de Saturne sera de la même façon à raison d'un degré pour, pardon, de 4 minutes pour un an, eh bien, sera une autre période de mon existence. Donc, je reprends l'explication. Ça change le diviseur, je regarde combien de temps s'est écoulé. Et à raison, je regarde combien de temps s'est écoulé. Et à raison de 4 minutes pour un an, ça me donne des périodes. Eh bien, la période actuelle, c'est un certain diviseur qui est opérationnel, on verra un exemple après. Eh bien, sur ce diviseur-là, je mets également un coup de surligneur parce que c'est l'autre astre prioritaire de l'année, l'autre maître du temps. Comme le maître de l'année, ça se calcule facilement, mais il y a une feuille Excel qui est à disposition et qui permet de calculer, je vous la montrerai après, eh bien, le diviseur, c'est la même chose. Si votre logiciel ne vous donne pas ces périodes, le diviseur, etc., au fil des années, eh bien, vous pouvez utiliser la feuille Excel qui est téléchargeable gratuitement sur le site, et cette feuille va vous donner le diviseur pour toute votre vie, avec à quelle date commence chaque diviseur. Donc, je reprends en une minute. Le maître du terme gouverne l'existence pendant un certain nombre d'années. Il en définit les contours en fonction de sa nature, des configurations radicales et des transits. Si Mars était le diviseur pour cette année dans la Révolution, j'ai mis un petit coup de jaune sur Mars et j'ai interprété ce que me disait Mars. Si Mars était par exemple maître de la maison 2 en maison 8, peut-être y aura-t-il des dépenses très importantes. Ah, mais il est aussi conjoint au maître de 4, ça va être pour la maison. Voilà. C'est-à-dire que vous interprétez tout simplement, et en faisant ça, vous laissez le ciel parler, sans justement imposer ce que vous voulez voir dans ce ciel-là. Est-ce que c'est clair pour chacun? Mercedes me demande, est-ce que le diviseur indique le problème de l'année? Pas nécessairement le problème, il indique l'essentiel, c'est-à-dire les faits majeurs. Ceux qui font que dans 10 ans, quand on vous dira et là, l'année 2016, oula, m'en parlez pas, mon brave monsieur, je vais changer 4 fois de métier. Voilà, c'est ça que ça va vous indiquer. Bien, le diviseur et le maître de l'année sont donc les deux astres prioritaires. Comme les luminaires ne régissent pas de terme, ils ne sont jamais diviseurs. Donc on a souvent l'habitude de dire que lorsqu'un luminaire est maître de l'année, le diviseur prend le pas sur lui parce que il faut bien que le diviseur ait sa chance. Mais de toute façon, on étudie les deux planètes. Il y a une différence, c'est que le maître de l'année change chaque année, alors que le diviseur gouverne plusieurs années. Du coup, si vous avez un diviseur qui gouverne 10 ans et que dans le thème de naissance, il indique un changement majeur de profession, vous ne savez pas quand ça va se produire dans les 10 ans en question. Mais c'est la révolution qui va vous le dire. Quand vous aurez mis votre coup de jaune sur
ce même diviseur dans la révolution, eh bien, vous allez voir tout de suite si ça parle de profession, si ça parle d'autre chose. Bien, face au thème, l'astrologue se pose la question suivante. Ce natif traverse actuellement, ce diviseur, une période de plusieurs années régie par Mars. Quel rôle joue Mars dans sa révolution solaire cette année? Quelle maison met-il provisoirement en évidence? Voyons un exemple tout simple en s'en tenant au thème de naissance. Cette année, vous m'avez dit que de nouveau l'ascendant profecté sera au même endroit. Dans le thème natal, je peux donc mettre un petit coup de jaune sur Jupiter. Et puis, en octobre de l'année qui vient, donc 2016, quel sera le diviseur? Très bien Brigitte, très bien Sylvie, Josiane, Brigitte, parfait. Mars. En fait, c'est marqué là. Direction primaire, terme égyptien. Et ici, c'est petit, hein, mais vous l'agrandirez. Ici, voilà, à partir du 16 août 2016, c'est-à-dire 59 ans,8, Mars devient le diviseur et il occupe le terrain jusqu'au 11 juin 2019. Donc, je mettrai un coup de jaune sur Mars. Alors, je peux dire des choses pour l'année qui vient avec Jupiter, puisque lui, un an plus tard, il ne sera plus le maître de l'année. Mais en revanche, ce que je vais pouvoir dire avec Mars, par exemple Mars, maître de 4 en maison 3 dans un signe double, peut-être changement de domicile, déménagement. Mais déménagement quand? Quelque part entre août 2016 et janvier 2019, ce qui fait quand même 3 ans de marge. Je vais ensuite prendre la révolution solaire, je mettrai mon petit coup de jaune sur Jupiter et sur Mars, et je verrai bien si ces planètes-là, elles m'indiquent un déménagement ou elles m'indiquent tout à fait autre chose. Et ça me permettra de savoir laquelle des 3 années va actualiser, activer ce pronostic-là. Parce que ce Mars, qui est en signe double, il est aussi maître de 11. Donc, si l'intéressé fait partie de groupes, d'activités collectives, etc., ça peut indiquer des changements dans ces activités-là. D'autant que Mars, maître de 11, est au carré de l'ascendant. Donc, ça montre bien qu'il se sépare d'un groupe, d'un collectif. Mais là encore, je ne sais pas si c'est entre août 2016 et juin 2019, quelle année parmi ces trois-là. Eh bien, je verrai bien avec la révolution solaire laquelle révolution va me parler de questions de maison 11. Ce ne sera probablement pas la même qui me parlera de questions de domicile. Et pourtant, j'avais bien le maître de 4 aussi au carré de l'ascendant. Donc les deux choses peuvent se produire dans des années différentes, mais ça, c'est le rôle de la révolution solaire de m'éclaircir là-dessus. Je profite de ce dessin pour voir d'un petit peu plus près ce tableau des directions. Nous avons vu qu'au moment de ma naissance, à l'horizon, il y avait le Sagittaire et il y avait le terme de Vénus. C'est bien ce que j'ai ici. 24 octobre 56. Et si je veux savoir par direction primaire à quel moment de ma vie correspond le passage de l'ascendant dans le Capricorne, c'est mai 76. À quel moment correspond par direction primaire le passage de l'ascendant en Verseau, c'est août 2003. Et pour l'instant, l'ascendant en direction primaire, il est en Verseau et il passera en Poisson février 2022. Mais comme chaque signe est divisé lui-même en termes,
Eh bien, du 24 octobre 56, la naissance, au 3 avril 61, je vous ai dit grosso modo 3 ans tout à l'heure, eh bien, je suis avec Vénus pour diviseur. Du 3 avril 61 au 3 février 66, je suis bien toujours avec un ascendant en Sagittaire en direction primaire, mais il est en train de traverser le terme de Mercure. Et du 3 février 66 au 29 novembre 71, eh bien, ce sera Saturne, le terme de Saturne qui sera traversé par direction primaire. Voilà donc le principe de base des maîtres du temps qui sont donc un pilier fondamental. Ça marche pour tout le monde? Michel me demande à très juste titre, est-ce que le changement de signe est significatif? Je pense que oui. Simplement, les tranches sont encore plus importantes. Par exemple, le Capricorne, c'est de 1976 à 2003. Donc, il est délicat d'essayer de faire des pronostics précis, mais au moins on peut avoir des grandes tranches. C'est-à-dire, si la personne vous dit, écoutez, ça fait 10 ans que c'est la galère, et que vous voyez qu'il y a 10 ans, l'ascendant est rampant, l'ascendant est rentré dans un signe dont le maître est très mal fichu dans le thème, ben, vous pouvez estimer que quand l'ascendant va changer de signe, enfin, la personne sortira de la galère. Bien. Dernier outil de la révolution solaire, particulier à la révolution solaire, les parts. Comme je vous le disais au début, comme vous le savez, je n'aime pas trop surcharger les thèmes, et donc j'étais très réticent à rajouter des parts, mais dans les thèmes que l'on a interprétés en aveugle en séminaire, c'était tellement spectaculaire qu'elles se sont imposées d'elles-mêmes. Les parts, lesquelles utiliser? Alors là encore, vous allez trouver des astrologues qui vous disent des parts, il y en a plus de 100. Comment voulez-vous qu'on s'en serve? La part du cours du blé, sauf si vous êtes boulanger ou trader, ne va pas être d'un grand intérêt pour vous. Si bien que les parts que l'on utilise, elles sont au nombre de 5 ou 6. Hein. Il y a la part des maladies, il y a la part des actes pour la carrière, il y a la part de l'avenir des enfants, euh, éventuellement la part du père ou de la mère s'ils sont vivants. Euh, on a vite fait le tour. La part qui correspond au domaine habituel d'une existence humaine. Après, vous pouvez prendre une part très spéciale. Si vous avez un boulanger en face de vous, vous pouvez prendre la part du cours du blé pour savoir s'il va payer son blé ou sa farine plus ou moins cher l'année prochaine. Ça peut avoir une importance pour lui, effectivement. Et puis en plus, c'est pas toutes les parts que l'on place ont une importance du tout. La part, elle est extrêmement utile. Elle exercera un rôle à une condition. Une part exercera un rôle significatif quand elle reçoit un aspect, a fortiori évidemment une conjonction ou un aspect partile, qui est toujours prioritaire sur tout autre aspect, du significateur général qui régit le même domaine qu'elle. Par exemple, si la part du père reçoit un aspect du soleil, eh bien la part est activée par la planète qui par nature régit le même domaine qu'elle. Vous savez qu'il se passera quelque chose relatif au père. Si la part des actes, donc la carrière, est aspectée par Jupiter, il se passera quelque chose, probablement sous l'angle financier, dans la carrière. Si la part de la maladie reçoit un carré de Saturne, il risque d'y avoir un problème de santé sur une propagande. En revanche, si la part du père est aspectée par la Lune ou par Mercure, c'est pas très intéressant pour indiquer un événement majeur relatif au père, puisque c'est la part du père. Deuxième règle, une part exercera un rôle significatif quand elle reçoit un aspect du maître de la maison qui régit le même domaine qu'elle.
C'est-à-dire que si la part du père reçoit un aspect du maître de la maison 4, eh bien la part est aspectée par le maître de la maison qui régit le même domaine qu'elle. Ça veut dire qu'il se passera quelque chose de majeur. Si la part des actes ou du règne, selon de la réussite, des noms différents selon les logiciels, est aspectée par le maître de 10, il se passera quelque chose de majeur dans la carrière professionnelle. De sympathique ou pas, ça c'est tout ce qu'on a vu avant qui va le dire, mais il se passera quelque chose de majeur. Et enfin, troisième règle, une part exercera un rôle significatif quand elle reçoit un aspect de son dispositeur, c'est-à-dire du maître du signe qu'elle occupe. Si la part des frères est en balance et qu'elle est aspectée par Vénus, eh bien, elle est aspectée par son dispositeur. Elle montre qu'il se produira quelque chose d'important dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Une telle part insiste lourdement pour que vous la regardiez. Voilà donc un autre procédé pour savoir ce qui est important, dégager l'essentiel de l'accessoire. Là encore, les bons logiciels vous donnent la liste des parts. Si votre logiciel ne vous la donne pas, vous pouvez là encore télécharger une feuille Excel où vous rentrez simplement la position des planètes, de l'ascendant, et puis ça vous donne toutes les parts calculées d'un seul coup. Voilà. C'est bon pour les parts. Alors, nous pouvons passer à la partie suivante. Je vous dis, c'est la révolution solaire en moins de 2 heures. Comment aborder l'interprétation? Nous allons voir un thème d'exemple, un certain Thibaut G. Le prénom est fictif et l'initiale du nom aussi. Je vous le dis tout de suite, mais le cas est réel, lui. Né le 6 février 84, 17h44, Villeurbanne. Alors, je vous donne l'événement tout de suite, mais nous ferons comme si nous ne le connaissions pas. Le père est décédé le 11 décembre 95, il s'est suicidé. Voilà. Lors de son anniversaire, Thibaut habitait dans la banlieue de Bourg-en-Bresse, et nous allons donc regarder le thème pour 1995. Voilà donc le thème de Thibaut, et supposons que nous ne sachions rien. Tout d'abord, quel est, si vous arrivez à le voir parce que c'est petit, mais quel est le maître, quel est le diviseur, pardon, quel est le diviseur? Mars. Très bien. Mars est diviseur de 1994 du 19 mars 94 au 5 avril 2002. Si nous nous en tenons pour l'instant au thème de naissance, Mars est dans quelle maison? Il est en maison 4. Il m'indique donc des événements relatifs à la maison 4. Mais quelque part entre 1994 et 2002. On est d'accord, c'est le thème de naissance. Mars régit quelle maison? Maison 4 et maison 9. Donc, maître de 4 en 4, donc les événements de la 4 sont très fortement marqués. La maison 9, ça aurait pu être changement dans les études. Alors après, il faut tenir compte de l'âge, il avait 11 ans. Mais ça aurait pu être changement dans les études. Si le Mars était très bien fichu,
ça pouvait être de la réussite dans les études. Si le Mars était très mal fichu, des obstacles ou un arrêt des études. Et puis, Mars maître de 4 en 4, ça peut nous donner des informations sur le père, ça peut nous donner des informations sur la résidence à la maison. S'il s'agissait d'un adulte, sur ses biens immobiliers. Voilà, sans tricher, sans tirer par les cheveux, ce qui vient à l'esprit de l'astrologue. Et ce que je vous montrer là, c'est qu'on n'est pas parti au hasard. On a pris une planète, on a mis un petit coup de surligneur dessus, et c'est cette planète que l'on interprète. Maintenant, je regarde les aspects. Il y a un aspect qui va sérieusement m'intéresser. Il y en a deux. Lesquels? Conjoint Saturne, carré Soleil, très bien. La part, on verra après. Ne vous en occupez pas. Et carré à quoi encore? À l'ascendant. Bien. L'astrologue se dit donc la chose suivante, alors supposons que ce soit un adulte. Le maître de 4 en 4 conjoint Saturne. Saturne est séparateur. D'une façon ou d'une autre, le natif peut être séparé de son père. Ou bien, d'une façon ou d'une autre, le natif peut être séparé de son domicile. Ou bien, d'une façon ou d'une autre, le natif peut être séparé d'un bien immobilier qu'il avait peut-être reçu de ses ancêtres, ou qu'il avait acheté lui-même jadis. Voilà. Et séparé parce que Saturne, c'est la dernière planète visible, c'est celle qui montre la limite et les frontières, l'interface entre deux mondes différents. Et puis, je constate que Mars est au carré de l'ascendant. Ça tombe bien, ça doit vous rappeler mon thème sous une forme différente. Mars, maître de 4 au carré de l'ascendant, ça conforte l'idée que le natif peut être séparé de ce que représente Mars, ou éventuellement être en conflit, c'est un carré, avec ce que représente Mars. Et le Soleil, il régit quoi là-dedans? Il régit l'ascendant. C'est-à-dire que mon Mars, maître de 4 en 4, il est au carré à la fois de l'ascendant et du maître de l'ascendant. Donc, il est très net qu'il y a visiblement cette séparation avec un attribut de la maison 4 et éventuellement un attribut de la maison 9. Maintenant, quand on parle d'analogie, quelle est l'analogie entre le Soleil et la maison 4, puisqu'il apporte au maître de 4 son analogie? Le père. Voilà. Vous avez donc là, voilà, vous avez laissé parler le thème. Mais les autres hypothèses, vous pouvez toujours les avoir également en tête. Par exemple, un déménagement, pourquoi pas. Mais vous avez votre hypothèse. Et puis quand vous regardez même encore un petit peu plus près, l'antis du Soleil se trouve à quel endroit? Les antis sont là. L'antis du Soleil se trouve à 12,54 du Scorpion, donc sur
Mars qui est à 12,48, c'est-à-dire que il y a 6 minutes d'arc, 0 degré, 0,6. Donc là, vous avez un aspect où le ciel vous crie qu'il faut regarder. Simplement, vous pouvez hésiter en vous disant, oui, mais bon, je ne sais pas s'il y a un risque de rupture, séparation ou de disparition du père, eh bien si vraiment il va déménager, parce que quand même, Saturne, ça peut aussi être des biens immobiliers, ça aussi c'est une analogie. Dans ce cas-là, on prend, là on est dans la promesse du thème radical, hein, bien sûr, on prend la part, et la part du père, elle est à 15,28 du taureau. Je vous donne, parce que c'était pas très lisible. 15,28 du taureau. Donc, je place la part du père. Et je regarde si la part du père reçoit un aspect du significateur général du même domaine qu'elle. Donc, la part du père qui est, donc on a dit, à 15 du taureau, est-ce qu'elle reçoit un aspect du significateur général, je dis bien général, du même domaine qu'elle? Mars n'est pas le significateur général du père. Très bien, Mercedes. Brigitte aussi, c'est bon. Cécile, Brigitte, très parfait. Michel, Florence, Josiane. La part du père reçoit un carré du Soleil et une opposition de Saturne, qui sont les deux significateurs du père en astrologie, tout ce qui est plus classique. Donc la première règle qui vous dit là il y a quelque chose à regarder d'essentiel est présente. Deuxième règle, est-ce que la part du père reçoit un aspect du significateur accidentel du père? Oui, c'est-à-dire le significateur accidentel du père, c'est Mars, le maître de 4. La part du père est bien aspectée par le maître de 4. Donc cette deuxième règle est présente. Une seule suffirait, mais la deuxième règle est présente. La troisième règle, c'est la part montre un domaine important quand elle est aspectée par son dispositeur. Quel est le dispositeur de la part du père? On va s'en tenir au domicile pour l'instant. Très bien. Vénus, puisque la part du père est en taureau. Et est-ce que la part du père reçoit un aspect de Vénus? La part du père est à 15,5, enfin 15,28. Vénus est à 14 quelque chose. Donc j'ai un trigone étroit. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les trois règles sont présentes. Voilà le schéma de base. Simplement, vous ne savez pas, entre mars 1994 et avril 2002, à quel moment cette promesse, entre guillemets, peut s'actualiser. Mais vous avez quand même détecté l'essentiel. Quand vous avez ça, vous allez tracer la révolution solaire, supposons qu'on soit en 95, et puis vous allez chercher si c'est cette année que ça peut se passer, ou bien lors d'une des deux autres révolutions solaires. Et là, vous allez dans la révolution solaire chercher, bon c'est ce que nous avons vu ensemble, donc je n'insiste pas, dans la révolution solaire, nous allons voir si elle active cette promesse radicale ou pas. Donc voilà la révolution solaire. Nous avons dit que le diviseur, c'était quelle planète?
Mars, l'astrologue, commence en plaçant un petit coup de surligneur sur Mars. Et là, je vais chercher quelle maison régit Mars, quelle maison il occupe, quel aspect il reçoit. Du grand classique. Et là, il régit quelle maison? Il régit quelle maison? Eh bien, entre autres, bon, il régit la maison 1, bien sûr, mais il régit la maison 8. C'est-à-dire que ce Mars peut indiquer un risque de décès. Attention, la maison 8, ça veut dire qu'il peut y avoir un décès dans votre entourage. Pas nécessairement le décès du natif. Il peut y avoir un décès dans l'univers du natif. On peut dire que le natif, peut-être cette année, là, peut être fragilisé ou lui-même avoir quelques problèmes de santé dans la mesure où Mars régit la maison 1 et il est en maison 6. Ensuite, ce Mars, les aspects qu'il reçoit. Alors, on a un aspect qui est large, mais compte tenu du demi-orbe du Soleil et du demi-orbe de Mars, il n'y a pas de problème pour le prendre. Mars est à l'opposition du Soleil. Et ça va me rappeler quelque chose, parce que dans le thème natal, quel était le rapport entre Mars et le Soleil? Un carré, et là une opposition. C'est-à-dire que les deux fils électriques qui étaient en contact l'un avec l'autre au moment de la naissance sont remis en contact cette année-là. Et donc, ils activent, ils déclenchent la promesse radicale. Et puis, nous poursuivons. Nous cherchons le maître de l'année. Alors, je vais vous le faire chercher. Là, il a 11 ans, puisqu'il est né en 84. Donc, l'ascendant profecté sera dans quel signe? Ou quel est le maître de l'année, comme vous voulez. Donc, Josiane, c'est parfait. Attention, on part de l'ascendant natal. Là, c'est la révolution solaire. Bon, l'ascendant natal. L'ascendant, les autres réponses sont justes. L'ascendant natal est dans quel signe? Lion. J'ai pas besoin d'enlever 12 puisqu'il n'a que 11 ans. Je pars du lion en comptant 0 sur le lion, pas 1. 0. Donc, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson, bélier, taureau, gémeaux. Quand on arrive au cancer, nous sommes avec l'ascendant profecté. Donc, l'ascendant profecté étant en cancer, je mets un petit coup de jaune sur la lune qui est le maître de l'année. Bien. À propos, dans le thème de naissance, ou plutôt même dans cette révolution, la lune est en maison 1, et quelle maison régit-elle? Elle régit la maison 4, la lune. Votre révolution vous indique donc bien l'actualisation de cette promesse radicale.
D'autant qu'on sait que cette année-là va parler d'attributs de la maison 4, puisque le mètre de 4 est en 1, et que les planètes en maison 1 renseignent souvent sur des domaines qui seront l'occasion des vrais sujets dans l'année. Et puis à propos, la part du père, dans la Révolution cette fois-ci, la part du père, elle se situe à 26 du Bélier. 26 du Bélier. Bien. Elle est en aspect avec quoi, la part du père? Elle est en aspect avec Mars. Donc vous retrouvez des notions qui se répètent ici étroitement. Une dernière petite chose, le maître de 4 est avec la queue du dragon. Et que fait la queue du dragon aux attributs des planètes auxquelles elle est conjointe? Elle les enlève, elle les vide de ses attributs. Pour le meilleur ou pour le pire. Parce que si c'est le maître de la maison 6 mal fichu, ça peut aussi enlever la maladie, littéralement. Voilà, donc là vous avez un exemple qui est très important d'actualisation d'un événement radical. Si on avait fait les 3 révolutions pour les 3 années, nous aurions su de laquelle il s'agissait. Je récapitule donc. Vous posez un petit coup de jaune sur le maître de l'année et le diviseur dans le thème de naissance. Vous jetez un petit coup d'œil sur ce que ça peut signifier. Ça doit aller très vite puisque votre thème, vous l'avez déjà décortiqué dans tous les sens. Donc vous savez un petit peu de quoi parle chaque planète, au moins dans le thème de naissance. Vous prenez la révolution, et c'est pour ça qu'il faut les mettre côte à côte, et pas l'une sur l'autre. Et dans la révolution, vous mettez un petit coup de jaune, de nouveau sur le même diviseur et sur le même maître de l'année. Tout ce qui se répète, c'est important. Et vous regardez ce que parmi vos trouvailles, ça réalise, ça active. Et vous testez avec la part du domaine correspondant pour voir si elle a une importance quelconque dans le thème ou bien si elle tombe au petit bonheur la chance, un peu n'importe. Si j'avais par exemple voulu dans ce thème regarder la part, qu'est-ce qu'on va prendre, la part de fortune, en me disant est-ce que cette année c'est quelqu'un qui va gagner beaucoup plus ou pas, parce il attend une promotion. Cette part de fortune est à 18 des Gémeaux. 18 des Gémeaux, je suis déjà loin de l'opposition à Jupiter. J'aurai un trigone au Soleil. Euh, le Soleil peut me rendre un peu plus visible, pas nécessairement me faire gagner beaucoup plus d'argent. Et si il n'y a pas plus de configuration que ça, et que ça n'active pas des choses financières du thème natal, ça sera secondaire. Voilà donc pour l'interprétation. Vous laissez parler dans la révolution votre maître de l'année, votre diviseur, et ensuite vous contrôlez vos trouvailles en rajoutant la part correspondant aux domaines qui sont concernés. C'est bon toujours? Là, ce sont les tableaux que vous préparez, ascendant profecté, maître de l'année, diviseur. Et si vous voulez étudier les choses relatives au père, eh bien, vous part du père, dispositeur de la part, maître de 4, significateur général. Et si vous faites des petits tableaux comme ça au début pour vous entraîner, vous n'oubliez rien. Ça, c'est l'analyse que je vous ai fait faire, donc vous pourrez la relire
tranquillement à tête reposée. Maintenant, la datation. Les deux procédés qui fonctionnent le mieux, ce sont les hebdomades et la progression de l'ascendant. Qu'est-ce que les hebdomades? C'est un procédé qui nous vient d'Abou Machar et qui découpe l'année en 7 périodes d'égale étendue, donc de 52 jours, et des poussières. Si bien que de l'anniversaire à 52 jours, 18, 52 jours plus tard, je suis dans la première hebdomade. Et puis, les 52 jours qui suivent, la seconde hebdomade, etc. La première hebdomade de l'année est sous la domination du maître ascendant de la révolution. C'est-à-dire que nous avons vu un ascendant bélier dans la révolution solaire de Thibaut. Eh bien, la première hebdomade, celle qui commencera au mois de le 6 février 95, sera régie par Mars. Et puis ensuite, les hebdomades se suivent dans l'ordre des planètes, de la plus lente à la plus rapide. C'est-à-dire que les 52 jours qui suivront seront régis par le Soleil, les 52 jours qui suivront seront régis par Vénus, etc. Là encore, vous avez une feuille Excel qui vous calcule les dates des hebdomades instantanément. Donc il vous suffit, si votre logiciel ne le fait pas, de la télécharger gratuitement, toujours sur le même site. Donc vous avez tous les outils qu'il faut, vous n'avez plus d'excuses. Voilà à quoi ça ressemble, la feuille Excel. Je vais donc vous montrer ce dont vous devez vous servir dans un premier temps. Vous pouvez indiquer le signe ascendant natal, le lion pour notre Thibaut. Vous indiquez l'âge, 11 ans. Ça vous donne instantanément le signe de la profection de l'ascendant, Cancer. Et donc, automatiquement, le maître de l'année, la Lune. Voilà, donc ça vous apporte votre maître de l'année sans faire de calcul et sans vous tromper d'une case. Vous ne changez rien aux programmations par défaut. Ensuite, vous insérez ici la date de l'anniversaire, c'est-à-dire la date pour laquelle est calculée la révolution solaire. Vous allez ici, et là vous placez le signe ascendant de la révolution solaire, Bélier. Et ça vous donne instantanément vos hebdomades. La première, du 6 février 95 au 30 mars 95, Mars. Du 30 mars 95 au 21 mai 95, Soleil, et ainsi de suite. Voilà. Et ça vous permet d'avoir une ambiance pour chaque grande période de l'année. Vous laissez de côté les autres tableaux qui sont des tableaux correspondant à différents auteurs. Là, je vous parle de la technique vraiment d'origine. Mais par exemple, Volgin a proposé une méthode un petit peu différente. Donc, quand on veut faire des expérimentations et comparer, ça vous calcule aussi automatiquement celle de Volgin si vous les souhaitez. C'est bon? Nous avons vu, ben tiens, dans le thème de révolution de Thibaut, Saturne est dans quelle maison? La 12. Bien. Ça, c'est pas extraordinaire au niveau de l'état d'esprit, pour l'époque de Saturne en tout cas. Par rapport à la maison 4 dérivée, Saturne régit quelle maison par rapport à la maison 4?
dans la Révolution toujours. Il en régit 3 en fait. Allons-y simplement par domicile. Saturne régit la 7e, la 8e et la 9e de la 4. Donc, dans l'hebdomade de Saturne, il peut se produire des choses, si on parle du natif, un peu déprimantes, en tout cas Saturne en 12, d'isolement ou de renfermement sur soi. Et puis, si on voulait savoir, tiens, qu'est-ce qui peut se passer pour le père, eh bien, ça sera des événements relatifs à la 7e, à la 8e ou à la 9e maison qui se, qui se manifesteront pour le père à ce moment-là. Je vous dis ça parce que quand on regarde les hebdomades, il est décédé dans l'hebdomade de Saturne. Ça aurait pu être dans celle de Mars. Donc il était aussi un bon candidat compte tenu de son importance. Mais vous avez ici comme une ambiance dans les grands moments de l'année, dans cette grande période, vous pouvez distinguer une ambiance propre à chaque période. Tout le monde a compris l'utilisation de cette feuille? L'autre procédé, très bien, de datation relève des progressions, c'est-à-dire des directions secondaires. Là encore, c'est très simple. Dans les directions secondaires, on considère que une rotation de la Terre sur elle-même, c'est-à-dire un jour, équivaut à une rotation de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire un an. Autrement dit, ce qui se passe dans les 24 heures qui suivent le moment de la Révolution renseigne sur ce qui se produira au cours de l'année. Si à mi-chemin, 12 heures plus tard, l'ascendant progressé passe sur une planète, eh bien ça peut indiquer un événement pour 6 mois après l'anniversaire. Ainsi, un phénomène céleste se produisant 12 heures, une demi-journée après l'anniversaire, renseignera sur un événement se produisant 6 mois, une demi-année plus tard. Eh bien, on va tout simplement regarder chaque jour où se trouve l'horizon ascendant ou descendant progressé, et quand il touche une planète de la Révolution ou qu'une planète de transit, il passe dessus aussi, eh bien, à ce moment-là, ça peut donner, faire à voir jour par jour des datations. Pendant ces 24 heures, tous les signes et donc toutes les planètes se lèvent tour à tour à l'horizon. Lorsque paraît un astre de la révolution ou de transit, nous disons que l'ascendant progressé est conjoint à cet astre. Ainsi, au fil de l'année, l'horizon progressé parvient à la conjonction de chaque astre. Surveillez particulièrement les dates où l'horizon ascendant ou descendant progressé parvient à la conjonction ou éventuellement à l'aspect de l'ascendant profecté, du maître de l'année, de la part qui vous intéresse ou du dispositeur de cette part. Ce n'est pas n'importe quelle planète, c'est celle qui concerne le sujet qui vous préoccupe. Là encore, vous avez une feuille Excel qui s'appelle périodes annuelles et qui vous permet de calculer ça. Application au thème de Thibault. Il suffit de rentrer la latitude du lieu de la révolution, 46 degrés 12 nord. Il suffit de rentrer la position du milieu du ciel de la révolution, 0 degré 44 Capricorne, la date de la révolution, 6 février 95, et vous avez qui s'affiche tous les jours, 6 février 95, 7 février 95, 8 février 95,
la position de l'ascendant. Voilà. Vous ne touchez pas aux autres cases et vous ne demandez pas comment on peut changer la programmation. C'est verrouillé de telle manière à ce que on ne se retrouve pas avec des dates fausses. Bien. Ici, bon, c'est très petit, mais au moment du décès, l'horizon, enfin l'ascendant est à 7 degrés du Capricorne, et donc le descendant, évidemment, à 7 degrés du Cancer. J'ai dit que c'est tout l'horizon qui compte. Est-ce que ça, c'est compris? Eh bien, je vais dans la révolution de Thibaut, je trace l'ascendant progressé et le descendant progressé, et je regarde où il se trouve. Je suis sur l'axe 10, 4. Je vois que à 7 degrés, eh bien, je viens de passer l'aspect à la Lune mètre de 4 et j'ai parlé de planète de la révolution ou de transit. Si vous ouvrez vos éphémérides pour la date du décès du père, vous verrez que Mars est à 7 degrés ce jour-là, donc sur cet horizon de progresser. Et Mars, nous l'avons vu, c'est le diviseur. Mars, c'est le maître de 4 conjoint Saturne dans le thème de naissance. Mars, c'est la planète opposée au Soleil dans la révolution solaire. Donc là, il joue un rôle de déclencheur, beaucoup plus que le trigone à la Lune d'ailleurs. Voilà. Alors, d'autres dates auraient pu être possibles. Quand l'horizon passait sur Saturne, ou sur Mars éventuellement, surtout sur Mars d'ailleurs, c'eût été également possible. Mais c'est pour vous montrer l'interaction entre le thème de naissance, le thème de révolution et la progression de l'ascendant. C'est bon? Bien, on en a terminé en moins de 2 heures, en 1h53. Alors, un tout petit mot de bibliographie, en vous remerciant pour votre patience. La méthode, elle est exposée dans Révolution solaire pour astrologue efficace. Pour astrologue efficace. Donc, ce qu'on a vu là, c'est un résumé de ce qu'il y a dans ce bouquin. Le bouquin ayant été fait à partir de Abou Machar, Jonathan Florence, etc. Ensuite, pour pousser plus profondément votre interprétation, vous avez les traductions qui ont été faites et Révolution solaire, le maître de l'année, c'est tous les textes de Jungtin et donc du maître de l'année qu'on a rassemblés parce qu'ils sont dispersés dans son livre, dans plusieurs chapitres, qu'on a rassemblés et ensuite je réécris chaque chapitre avec un résumé un petit peu plus moderne, un petit peu plus ordonné pour que chacun puisse s'en servir. Également, est sorti Révolution solaire, les domaines de l'existence, c'est-à-dire que on a pris tout ce que disait Jungtin sur la santé, tout ce que disait Jungtin sur les frères et les sœurs, sur le père et la mère, sur les voyages, etc., dans la Révolution solaire, et traduit du latin, je le réécris derrière en langage un petit peu plus moderne. Donc ce livre-là, lui, c'est les domaines de l'existence. Je veux savoir s'il partira en voyage, eh bien, je vais regarder dans les règles de Jungtin pour voir si je peux m'en inspirer. Voilà donc les 3 livres de base qui font le point sur les travaux mis en place jusqu'à ce jour. Une dernière petite chose, toujours, toujours se méfier des thèmes qui collent trop bien, y compris les biens. Hein, donc, et c'est pour ça qu'en séminaire en hein, c'est-à-dire toujours s'entraîner en aveugle et pas en justifiant ce qu'on sait déjà. Donc, je vous recommande d'aller de vous inscrire, c'est gratuit, hein, sur les forums astrologiques.
Si vous allez sur le site Devenir astrologue, c'est un tout petit forum astrologique. Là, vous avez plusieurs forums et il y a un forum qui s'intitule Exercices en aveugle, testez vos techniques. Et vous verrez des exercices qui ont été donnés au fil du mois, pas par moi d'ailleurs, hein, par d'autres astrologues, et vous verrez les réponses des uns et des autres. Alors, le but n'est pas du tout de compter les points pour savoir qui trouve juste et qui trouve faux. Déjà, vous regardez les réponses de ceux qui ont trouvé juste avec la révolution solaire. Et après, vous étudiez leurs réponses, parce que comme ils ne connaissaient pas la réponse, il a bien fallu qu'ils élaborent une stratégie, et qui n'était pas la justification de ce qu'ils savaient déjà. Si on dit, voilà 5 dates dans l'année, à quel moment s'est produit tel événement, il a bien fallu qu'ils trouvent un procédé, une stratégie pour trouver la réponse. Donc, vous sélectionnez ceux qui ont trouvé juste avec la révolution, parce que d'autres peuvent avoir trouvé juste avec autre chose. Et ça va vous entraîner vraiment à travailler avec les révolutions solaires. Voilà, merci d'avoir fait ce voyage avec moi pendant 1h57, mais nous avons tenu notre défi, même si nous avons dû cravacher et ne pas nous attarder en route. Je vous souhaite une bonne nuit.